Merci en tout cas, merci à tous d'être là pour notre webinaire S'expatrier et profiter du cash, de la valeur de sa société. Comment est-ce possible de concilier la gestion et la conservation de son entreprise, disposer du cash également et l'expatriation vers différents pays. Donc, bon, bah, moi je me présente, je suis Patrice Klug, conseil en fusion-acquisition d'entreprises basées à Paris. Et mon métier, c'est accompagner les dirigeants d'entreprises, dirigeants actionnaires, pour bien valoriser leur société et générer du cash out, vendre leur société. Alors, j'ai régulièrement des dirigeants qui viennent me voir en me disant, voilà, parfois ils disent, moi j'aimerais vendre ma société. Donc effectivement, s'ils vendent leur société, ben, ils n'ont plus de société. Et puis d'autres qui me disent, moi j'aimerais euh, continuer à travailler depuis l'étranger pour ma société, comment ça marche. D'autres qui me disent, c'est quoi le LBO, c'est quoi l'OBO. Beaucoup de questions, mais surtout, ce qu'on s'aperçoit, c'est que en faisant un travail sur mesure, on peut obtenir énormément de choses intéressantes pour une entreprise et des choses assez variées. Alors, il n'y a pas de solution toute faite, mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'OBO, de l'expatriation. Alors, c'est, comme je le disais il y a quelques instants, c'est pas adapté à toutes les sociétés, c'est pas adapté à tout secteur d'activité. Quand on va respecter un certain nombre de critères, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un OBO d'expatriation, c'est-à-dire qu'on va à la fois vendre sa société, tout en gardant l'essentiel, c'est-à-dire une part importante du capital. Un OBO, c'est donc la cession de l'entreprise à un holding d'acquisition dans lequel on va être soi-même actionnaire. Alors, ça permet de façon assez magique de vendre sa société plusieurs fois, de vendre sa société tout en restant actionnaire, voire majoritaire, minoritaire ou totalitaire. Alors, je m'amuse à dire le mot totalitaire, mais totalitaire dans le sens où on peut garder dans le capital du holding une part minoritaire, donc moins de 50%, une part majoritaire, plus de 50%, ou totalitaire à 100%. Donc, je partage mon écran. Donc, entreprise d'édition, ma société, on a plus que 30 ans et l'art de sublimer la valeur de votre entreprise. Voilà, rapidement en quelques mots la société. On conseille les dirigeants d'entreprise, actionnaires de sociétés de 2 à 200 millions d'euros de valorisation pour préparer les opérations capitalistiques et les finaliser. Ça passe par du coaching dirigeant, du conseil d'organisation, conseil en stratégie. On va inclure dans notre méthodologie le conseil juridique qui permet de rédiger les actes de cession, garantie de passif, pacte d'actionnaires, documentation de financement. Et donc, en moyenne, on va dépenser 3000 heures par opération, c'est-à-dire 1 à 2 années de TP, d'équivalent temps plein. Euh, Bien sûr que c'est une équipe de 3 4 personnes qui va travailler pendant quelques mois, mais en nombre de jours, c'est plus de 200 jours hommes de travail. Une présence internationale, ce qui nous permet d'intervenir pour des sociétés françaises et à l'international. Donc l'OBO, on va y arriver tout de suite, c'est la cession de l'entreprise à un holding dans lequel on va être soi-même actionnaire. Je vous donne un exemple. J'ai un client. Alors, comme il en a parlé dans les médias, je peux le citer. C'est Michael Assord de la société Edilink. Il m'a dit, voilà, Patrice, enchanté. Euh, Merci de la présentation de votre métier. On s'était rencontré à un dîner de charité. Et il me dit, non mais Patrice, vous arrivez trop tard. Je vais vendre ma société dans quelques semaines. J'ai déjà un acheteur. Il va me proposer 10 millions d'euros. Donc, c'est trop tard pour m'aider. Merci beaucoup. Je lui dis, écoutez, on peut quand même essayer de regarder ce qu'il en est, d'autant qu'on est rémunéré seulement en cas d'opération, donc c'est gratuit. Bon, finalement, on a pris la mission.
Il a bien touché les 10 millions d'euros, mais il a gardé 85% du capital de sa société. Donc ça paraît assez magique, c'est la réalité. Donc il a bien touché le prix qu'il voulait pour 100% de sa société, pour 10 millions d'euros, mais il a aussi gardé 85% de la société. C'est-à-dire dans son esprit, c'est comme s'il avait vendu la société 60 000 euros, qu'il avait vendu seulement 10 millions pour 15% de capital. Un autre exemple, j'ai un client qui voulait 21 millions d'euros pour sa société. Il avait fait plusieurs expertises, valorisation d'entreprise, plusieurs experts comptables, plusieurs auditeurs et plusieurs conseils en fusion-acquisition. Lui avait fait une étude, ça vaut 21 millions d'euros ta société. Au final, on a fait une opération à 80 millions d'euros et il a touché 65 millions d'euros et en plus, il a gardé 50% du capital. Donc, il a touché 65 millions d'euros tout en garde pour 50% du capital et il a gardé 50% du capital. On a multiplié par 4 la valeur de la société, de 20 à 80, mais il a réinvesti 15 millions d'euros dans l'opération. Euh, donc, comment ça marche? À quoi ça sert? Ça a l'air magique. L'OBO, une opération d'OBO, c'est Owner Buyout, donc cession de l'entreprise en holding dans laquelle le owner, le propriétaire lui-même va être actionnaire. Ça va d'abord augmenter la valeur de la société parce que, comme il y a un maintien du dirigeant comme actionnaire de l'entreprise, eh bien, la valeur de la société augmente parce que le dirigeant reste. Quand on voit une société et que le dirigeant s'en va, il y a ce qu'on appelle une décote. Une décote liée à une perte que l'entreprise va avoir demain. Il va perdre son dirigeant actionnaire. Et donc, même si le dirigeant actionnaire dit qu'il va rester dans l'entreprise, eh bien, il y a un risque qu'il parte définitivement à tout moment. Dans 3 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, le fait que le dirigeant reste, ça permet d'augmenter la valeur. Et par l'effet de levier bancaire, eh bien, on va en plus financer l'opération en partie par la banque, en partie par du capital, des quasi-fonds propres, des subventions. Exemple. Bon, là, c'était une opération qu'on avait faite à 220 millions d'euros, mais on pourrait tout à fait dire la même chose pour une opération à 2 millions d'euros ou 20 millions d'euros. Donc là, c'était une grosse opération. Donc là, on a vendu la société 220 millions d'euros. On a obtenu 70 millions d'euros de dette bancaire sur 7 ans. Alors évidemment, si la valeur de l'entreprise c'est 2 millions, on divise tout par 100, hein, c'est facile. Donc 70 millions d'euros de dette bancaire sur 7 ans. Une dette mezzanine, c'est-à-dire qu'une dette qu'on rembourse après la dette bancaire, donc de 20 millions, ça faisait 90 millions de dettes. On a rajouté un fonds d'investissement qui a mis 90 millions pour 66% du capital et le dirigeant qui a réinvesti 40 millions pour posséder 34% de capital. Donc en investissant seulement 15% du capital, il va posséder 34% du capital de la nouvelle structure. Ce qui lui fait au total 180 millions d'euros de cash out. Alors, donc c'est un exemple d'un OBO qu'on a fait. Alors évidemment, chaque cas est particulier. On va calibrer le montant de la dette, le montant du capital, les associés futurs en fonction de la situation. Donc, dans certains cas, on va mettre beaucoup de dettes, dans d'autres cas, pas du tout. Beaucoup moins. Parfois, on va mettre des subventions, des quasi-fonds propres, etc. Donc ça, comme on l'a vu, on a par l'OBO une augmentation de la valeur et surtout un cash out. Et en plus, le vendeur n'est pas responsable du remboursement de la dette parce qu'on a mis une holding intermédiaire. Et donc, c'est la holding qui va rembourser, c'est la holding qui va donner les garanties. Et le vendeur, lui, il a touché son argent et il ne va pas être tenu responsable demain de la dette. Donc, il ne supporte pas du tout la dette. C'est pas comme dans un achat immobilier. S'il achète sa résidence principale, il est tenu de rembourser la dette. Non, demain, euh, la société n'est pas capable de payer la banque. Eh bien, c'est la holding intermédiaire qui va être responsable. Là, c'est un autre exemple. On a tout divisé par 10 parce qu'on avait fait à peu près la même chose sur une société 10 fois plus petite. Donc, c'est une société qui valait 22 millions d'euros. 7 millions d'euros de dette bancaire, 2 millions d'euros de dette mezzanine, 9 millions d'euros de capital apporté par
Là, c'était un industriel, c'est ce qu'on appelle un OBO industriel. Et le reste du capital qui avait été apporté par le dirigeant lui-même, et donc ce qui lui permettait d'avoir une partie du, euh, du capital pour un investissement tout à fait réduit de seulement 4 millions d'euros. Là, on a voilà. Donc des exemples, bien sûr qu'on pourrait tout à fait imaginer que le dirigeant, là c'était une hypothèse qu'on a vue sur cette société de 22 millions d'euros, euh, on pouvait tout à fait avoir le dirigeant qui réinvestissait non pas 4 mais 9 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il aurait fait un cash out de 14 millions d'euros et il aurait réinvesti 9 millions d'euros. Donc il aurait gardé la majorité du capital. L'OBO peut également fonctionner sans partenaire en capital, c'est-à-dire que le dirigeant, le management garde 100% du capital. Et ça fonctionne également. C'est moins intéressant. Les banques vont moins être sujettes à prêter l'argent, mais ça fonctionne également. Donc c'est assez magique. Ça permet à un dirigeant de vendre sa société et de garder en même temps sa société. Ça fonctionne seulement si la société a une capacité récurrente à générer des cash out sur les prochaines années. Donc il y a plein de secteurs d'activité où l'activité est récurrente, où il y a des contrats récurrents, où il y a beaucoup de clients et que c'est les mêmes clients d'année en année, ça fonctionne, c'est rentable, c'est récurrent et donc la banque va prêter. Si on n'est pas capable de démontrer la récurrence, par exemple, ma société, c'est une société de conseil en fusion-acquisition. C'est comme une agence immobilière. Demain, j'ai pas de clients, j'ai plus de rentabilité et donc ma société ne peut pas permettre de générer un cash récurrent et donc de rassurer les banques. Il y a plein de secteurs d'activité où on n'est pas capable de démontrer la récurrence. J'ai donné par exemple l'exemple d'une agence immobilière. Dans une agence immobilière, il y a l'activité syndic, l'activité gestion, tout ça c'est des activités récurrentes, mais l'activité transaction n'est pas récurrente, donc ne permet pas d'obtenir une dette. Donc il y a plein de secteurs où on n'est pas capable de démontrer la récurrence. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de IT pour Laurent Azoulay. C'est très bien l'IT, mais l'IT, c'est vaste, c'est vague. Donc il y a beaucoup de secteurs dans l'IT qui sont récurrents. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas du tout récurrents. Donc si on est dans le négoce, il est tout à fait possible que la banque ne veuille pas prêter ou ne veuille pas prêter beaucoup d'argent. Donc, il faut rentrer dans le détail du métier, de la récurrence. Si on est dans un éditeur de logiciel dans lequel c'est récurrent, évidemment qu'on va pouvoir obtenir une dette et une dette très importante. Patrice, dans le domaine de l'imprimerie, ça marche le système de l'OPO? Oui ou non. Peut-être que non, pas du tout. Peut-être que oui, ça nécessite une analyse approfondie. Je vais juste, avant de rentrer dans le détail de l'imprimerie, j'avais un client qui avait un éditeur logiciel. Donc je lui demande, quel est votre taux de churn? Vous perdez combien de clients? Il me dit, moi je perds 8% de mes clients. J'ai 8%, bon, c'est beaucoup, mais ça permet quand même de garder 92% des clients. Sauf qu'une fois que j'avais signé la mission, il m'a dit, je perds 8% par mois. En général, quand on donne un nombre de clients perdus, c'est par an. Et là, effectivement, c'est des 8% par mois. Donc, c'est-à-dire chaque mois, il perd 8% des clients. Donc, évidemment, la société était euh, euh, impossible pour l'OBO. On a essayé d'améliorer cette situation. On a donné beaucoup de conseils. On a travaillé des centaines d'heures, mais le client était réfractaire à tout changement. Donc finalement, on n'a pas réussi à améliorer ce taux de churn. Alors dans l'imprimerie, ça dépend. Mais c'est vrai que l'imprimerie, c'est pas un métier d'avenir du point de vue des banquiers. Donc il faut voir, dans certains cas, on peut considérer que c'est récurrent et la banque va prêter. Ou parfois elle va prêter beaucoup, mais parfois elle va prêter très peu. Parfois les banques vont prêter moins d'une année de rentabilité. Dans d'autres cas, 2 ans, 3 ans. Euh, Tu avais un cas particulier, tu voulais me parler de l'activité précisément? Euh, Je pense savoir que René Arabe est dans le domaine de l'imprimerie. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais je pense, il m'a envoyé un message en me disant qu'il n'arrivait pas à communiquer avec nous, mais il nous entend. Donc c'est pour ça que je t'ai posé la question. D'accord, donc si vous n'arrivez pas à communiquer, vous pouvez éventuellement mettre un message sur le chat ou Oui, éventuellement nous mettre, nous envoyer un email ou communiquer avec oui, Rachel. par la suite, oui. Oui. Voilà, donc évidemment, c'est vraiment du cas par cas, c'est du sur-mesure.
Le secteur de l'imprimerie, comme l'informatique, comme l'immobilier, c'est des secteurs qui sont très vastes et ça s'analyse au cas par cas. La question qu'il faut se poser, c'est demain, quels sont les risques que l'activité s'arrête? Bien sûr que dans de très nombreux cas, les dirigeants d'actionnaires sont pas du tout objectifs et vont dire que leur société est hyper récurrente, mais dès l'instant qu'on rentre un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que c'est pas si récurrent que ça. Donc, à quoi ça sert l'OBO? Donc, Owner Buyout, c'est un cas particulier du LBO, le Leverage Buyout. Il y a d'autres membres de la famille qui sont le FBO, Family Buyout, dans lequel on va mettre en actionnaire des membres de la famille, des managers actionnaires également, MBO ou Management Buy-in. Eh bien, c'est des cas particuliers du LBO qui fonctionnent également et on va pouvoir mélanger tout ça. On va parfois appeler ça un BIMBO, Buy-in Management Buyout. Donc, ça permet de dégager du cash, de réduire le risque lié de son patrimoine à son entreprise, de diversifier son patrimoine, pérenniser l'activité grâce à des personnes complémentaires, devenir rentier avec un revenu récurrent. Parce qu'en fait, le cash out, on va pouvoir le diversifier et l'investir, par exemple, dans l'immobilier. On a travaillé pour un dirigeant, donc il a fait 20 millions de cash out. Et avec 20 millions de cash out, il a acheté pour 40 millions d'euros d'immobilier. Ces 40 millions d'euros d'immobilier ont généré ensuite plusieurs millions d'euros de rendement immobilier. Donc il a gardé le rendement de sa société plus le rendement immobilier. Une fiscalité évidemment très avantageuse et on peut aussi en profiter pour faire entrer le management capital, par exemple. Alors c'est une bonne affaire parce que c'est une vente, c'est plusieurs ventes. On va vendre maintenant, on part, mais on va aussi revendre à nouveau dans 3 ou à 4 ans, 5, 6 ans. On va revendre encore, on peut refaire l'opération de OBO tous les 3, 4 ans. Donc j'ai un dirigeant, on a fait 5 OBO en 20 ans. Et donc on va faire ce qu'on appelle un LBO, OBO secondaire, tertiaire, quaternaire. Donc il y a 4 effets de levier de l'OBO, comme du LBO. L'effet de levier managérial, parce qu'on va remettre euh, refaire un tour de table dans lequel on va pouvoir réfléchir à qui on veut faire monter au capital. L'effet de levier financier, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on vend à la société 22 millions d'euros et on va réinvestir seulement 9 millions d'euros. Et avec 9 millions d'euros, on a 66% du capital. Donc avec une toute petite valeur de l'entreprise, on possède la majorité du capital. L'effet de levier financier également, parce que on va avoir un complément de la part de la dette bancaire. Dette bancaire qui va coûter moins cher que le rendement de l'entreprise. En général, une entreprise génère un rendement de 15%, mais comme on a une dette qui va coûter seulement 4%, eh bien, l'effet de levier bancaire va augmenter le rendement du capital à 30%, mécaniquement. L'effet de levier fiscal, parce qu'on va pouvoir faire de l'intégration fiscale, malgré l'amendement Charras, et l'effet de levier juridique. Donc on a plusieurs effets de levier qui vont se cumuler. Les autres avantages, un dirigeant, il a une seule société, un risque basé sur une entreprise unique, dans un seul secteur d'activité, avec un seul dirigeant. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire une vente, par exemple, à 22 millions. On va réinvestir 4, 5, 8 millions d'euros dans son entreprise. Et les 15, 20 millions d'euros de cash out, on va les diversifier dans l'immobilier, dans des startups, dans de la trésorerie, dans du bitcoin, dans de l'or. Donc, on va pouvoir diversifier son capital. On va pouvoir investir dans les marchés financiers, aux quatre coins du monde, etc. Donc, c'est une séparation soft et réussie, car progressive dans l'entreprise. Donc, c'est bénéfique pour l'entreprise, les actionnaires, le management et les acquéreurs. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'OBO. Donc, c'est fiscalement intéressant parce qu'on va avoir la fiscalité de cession d'entreprise qui est au pire des cas de 12% d'impôts et 17% de charges sociales auxquelles on va optimiser. Par exemple, on va faire un apport cession. L'apport cession baisse la fiscalité à 0. On va pouvoir faire un amendement copé. On baisse la fiscalité à 3%. On va pouvoir également faire une donation précession à ses enfants, sa femme, et là on gomme l'impôt sur la succession, donc il n'y a plus d'impôt sur la succession, et en plus on n'a plus d'impôt sur la plus-value, etc. Donc on va pouvoir, au pire des cas, subir l'impôt sur la plus-value, 12%, 17% de charges sociales, 30% plus une contribution exceptionnelle sur le haut revenu. Mais on va aussi optimiser, peut-être payer zéro et même pas d'impôt sur la plus-value, même pas de charge sociale, si on fait un apport cession, une cession copée de filiales, un pacte du trade, une donation précession.
ou encore d'autres moyens. Et on va pouvoir en plus aussi réinvestir cette plus-value dans des associations à but non lucratif. Et donc, on va pouvoir aussi donner une partie de cet argent à des associations. Et aussi, c'est très défiscalisé. Et la cession d'entreprise permet de défiscaliser beaucoup plus que 20% de son revenu dans les associations. Ça peut être pour les enfants qui n'ont pas à manger, pour la rénovation de sites historiques ou pour les maladies graves, etc. Alors évidemment, il y a des risques, bien sûr. J'ai une question à te poser, Oui. Patrice, vis-à-vis donc de notre audience qui est là ce matin et qui se pose des questions, parce que je sais que tout ce processus-là, il prend du temps. Euh, Combien de temps en amont il faut préparer ce processus? C'est-à-dire qu'il faut commencer à y réfléchir combien de temps avant? Alors, On parle de 1 an, 2 ans, 6 mois, comment ça se passe? le processus dure 6 mois minimum. Donc, si on a moins de 6 mois, c'est compliqué parce qu'on va, on risque de mélanger, de se mélanger les pinceaux, de griller des étapes. Donc, 6 mois, c'est un minimum. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est mieux. Mais 6 mois, c'est un minimum. En D'accord. 6 mois, on est capable de faire des choses extraordinaires. Donc, voilà les étapes de l'opération. Préparation, réflexion, stratégie, rédaction d'un dossier d'investissement, contact des investisseurs, des banques, etc. Tout ça, ça va prendre 1, 2, 3 mois. Ensuite, on a réception des lettres d'intention, négociation finale, section des partenaires financiers bancaires. Tout ça, c'est 2, 3 mois encore. Et finalisation, encore 2, 3 mois. Donc, ça fait 6 mois minimum, mais ça peut être parfois 9 mois, 10 mois, 15 mois. Plus on a du temps, mieux on va construire et créer de la valeur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas de questions qui sont arrivées entre-temps dans la messagerie. Alex, vous nous avez rejoint là en cours de route. Vous avez des questions pour Patrice? Vous avez un projet en particulier? Si oui, vous pouvez aussi communiquer au travers de la messagerie. Laurent, est-ce que vous avez une question ou en fait on a répondu en fait à vos attentes? Euh, Ma question, c'était par rapport à parce que le sujet est quand même lié un peu à Israël, donc c'est très, très intéressant. Mais est-ce qu'il y a des mécanismes particuliers par rapport à Israël, enfin par rapport à- hormis le fait effectivement de vendre du Coran d'Israël et après tous les avantages, mais est-ce qu'il y a des choses particulières liées à la fiscalité en Israël et choses à savoir? Ben, donc, on parle de faire une expatriation. Donc, avant de faire l'expatriation, on a une fiscalité française. Et donc, euh, on n'est pas tout de suite résident fiscal à l'étranger. Et donc, le temps qu'on soit résident fiscal, on risque d'avoir les dites taxes. Donc, on est plutôt français. Donc là, on est plutôt français ou résident fiscal israélien au départ. Euh, Moi, personnellement, je suis français. Voilà. Donc, si on est résident fiscal en France, en principe, on va plutôt avoir une fiscalité française. Bon, moi, je suis pas fiscaliste, mais quand on va partir, on a la flat tax, donc on va devoir flat tax, l'exit tax, et donc avoir une fiscalité avant l'expatriation. Donc, il faudra plutôt se rapprocher d'un fiscaliste. Maintenant, Israël, c'est comme les autres pays. Enfin, il y a beaucoup de points communs avec les autres pays, mais il y a certains points de fiscalité qu'il faut étudier, bien sûr, avec un avocat fiscaliste. Et puis après, il y a aussi le fait que en Israël, les expatriés n'ont pas la possibilité d'emprunter plus que 25% pour acheter un appartement. Et donc, c'est très important d'avoir du cash. Donc, l'avantage de cette opération permet d'avoir du cash. Et donc, moi, j'ai des dirigeants qui me disent, mais je comprends pas, Patrice, regarde, je gagne 1 million d'euros par an, 2 millions par an, et pourtant, j'ai pas de cash. Bah oui, t'as pas de cash. Donc, moi, je leur génère 5, 10, 20 millions d'euros de cash. Et donc, cet argent, ils vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Ça leur fait un apport pour acheter de l'immobilier, par exemple, ou pour autre chose. Donc, comme il y a des contraintes spécifiques pour emprunter en Israël, eh bien, ça permet d'avoir de l'argent immédiat pour acheter résidence principale, immobilier ou autre chose. Laurent, je tiens à rajouter aussi, donc si ça vous intéresse, parce que je ne sais pas à combien de webinaires vous avez assisté, donc on a une chaîne YouTube du réseau Expert Alia. Et sur cette chaîne, il y a énormément de vidéos. On a traité aussi donc énormément de sujets, notamment par exemple le sujet d'acheter un bien immobilier donc au travers d'une société, le montage aussi de sociétés en Israël. Et à mon avis, il y a pas mal de sujets qui seront susceptibles de vous intéresser.
Le but de la présentation de ce matin, c'était vraiment de regarder en fait côté français comment on fait pour vendre sa société de la meilleure façon possible que ce soit en France. Après, est-ce que vous avez un projet en Israël? Est-ce que vous avez un projet immobilier, un projet industriel, économique? Qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez besoin d'argent? Pourquoi faire? Voilà, donc c'est en fonction de ces questions, je pourrais peut-être vous orienter un petit peu mieux, mais sinon je peux aussi vous orienter vers un avocat fiscaliste qui répondra à certaines questions. Mais quelles sont vos questions? Est-ce qu'elles sont plutôt financières, fiscales, Non, patrimoniales, non, mais là, immobilières? c'était très, très ouvert. Là, j'ai pas un projet précisément dans le média. C'était plus Ok. trop de connaissances, on va dire, des possibilités qui pouvaient exister aujourd'hui. Mais je veux bien que vous m'envoyiez un mail avec, je sais pas, effectivement, je sais pas, c'est le premier webinaire auquel j'assiste de côté, C'est donc ça, oui, effectivement, moi c'est aussi, je ne vous connais pas, Laurent, donc je vous enverrai ouais, tout à l'heure. De toute façon, j'ai oublié d'accord, de vous le préciser. La majeure partie des personnes qui assistent ce matin nous connaissent. Donc, en fin de session, je vous envoie l'enregistrement de la session d'accord. et également les coordonnées de Patrice. Donc, vous allez pouvoir continuer la conversation avec lui de façon individuelle. Maintenant, il y a René qui m'a envoyé un message en me disant il a une entreprise de marquage sur textile dans le sport depuis 25 ans, transfert et sérigraphie. Mhm. Bon, bah, évidemment, ça dépend. Donc, à nouveau, la question, ça va être de vérifier la récurrence. Par exemple, j'ai eu un dirigeant hier au téléphone qui m'a dit, voilà, j'ai une très belle entreprise, très belle marque. On faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à au Covid. Maintenant, depuis le Covid, on a baissé à 2 millions, mais bien sûr qu'on va remonter à 4 millions. Et je lui dis, non, je suis désolé, le monde a changé. Vous n'allez jamais remonter à 4 millions. Et si vous remontez à 4 millions, tant mieux, faites-le, mais vous serez à 4 millions. Mais et aujourd'hui, vous êtes à 2 millions. Et il y a beaucoup de sociétés dans le textile qui meurent chaque jour, malheureusement. Et donc, c'est très, très, très compliqué, très difficile. Et je lui dis, bah, vous avez une dette de 1 million d'euros, dette financière PGE. Même si vous l'avez étalée sur 1 million, potentiellement, probablement, votre société vaut moins que le million d'euros. Et donc, elle vaut zéro parce que euh, euh, l'activité économique vaut moins que votre dette. Et donc, probablement que il va falloir faire autre chose que vendre la société. Et moi, je suis pas magicien. Et dans son cas, j'ai pas eu d'idée pour créer de la valeur. Donc là, dans la sérigraphie, j'aurais plein de questions. Si vous voulez nous répondre par le chat, quelle est la Non, rentabilité à mon actuelle, la avis, il va prendre rentabilité future? contact avec toi, hein, Voilà. Patrice. Ce sera plus Donc, simple, donc, surtout qu'il euh, est à Paris. Ouais. donc, avec grand plaisir, pour essayer d'analyser la situation. Enfin, quand je dis qu'on ne fait pas de miracle, on a fait des choses extraordinaires. On a multiplié. Enfin, en moyenne, on va doubler la valeur des entreprises. Mais 2 fois zéro, ça fera toujours. Enfin, ça fait parfois toujours zéro. Alors, mais on a une école de commerce qui était en plan de continuation. Elle n'était pas rentable. Il a eu plusieurs estimations qui lui ont dit que la société valait même pas 1 million d'euros. Et donc le dirigeant était très énervé en disant oui, mais il me faut au moins 1,5 million, etc. Bon, nous, on a vendu la société 4 millions d'euros. Bon, on est parfois capable de faire des choses intéressantes, mais on n'est pas totalement des magiciens. Donc, avec grand plaisir pour un entretien personnalisé direct. Et donc, vous allez prendre contact avec moi directement. Rachel va vous donner mes coordonnées et on va pouvoir se parler personnellement. Je vais vous donner Ok. un autre exemple. Donc, Calisco, c'est une école de commerce. Et donc, on avait un dirigeant qui était très âgé, il voulait quitter la France, mais en même temps faire monter son management au capital. Donc, on a à la fois regroupé toutes les entreprises dans une organisation unique et verticale, parce que c'était éparpillé avec des actionnaires différents, c'était un peu compliqué. Ensuite, on a obtenu une dette assez long terme, assez importante, alors même que c'était pas si facile, parce que c'est un secteur en plein mouvement dans lequel les tarifs réglementés et les subventions ont été divisés par deux récemment. Et donc, on a quand même obtenu une valorisation très élevée. Un autre exemple, la société Bage, pour laquelle on a, pendant le processus de cession, en même temps, on a fait des croissances externes. Ce qui fait qu'en fait, on a multiplié par 5 la rentabilité de l'entreprise, par 3 le chiffre d'affaires. Et tout ça, ça a permis de rendre la société beaucoup plus structurée et rentable, avec donc une dette beaucoup plus importante. Ça a permis aux dirigeants de prendre du recul et donc de réduire par 4 son temps de travail. Et ça, c'était important parce que comme il voulait quitter la France, eh bien, ne plus être obligé de travailler 70 heures par semaine, mais seulement 15 heures par semaine, c'est quand même très appréciable. Et comment on fait ça? C'est par le coaching dirigeant. On a identifié précisément qu'est-ce que les dirigeants aimaient faire, mais qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas faire.
qu'est-ce qu'il savait très bien faire ou qu'est-ce qu'il ne savait pas très bien faire, qu'il y a d'autres personnes dans l'entreprise ou à l'extérieur qui pouvaient le faire mieux que lui. Et où est-ce qu'il prenait du plaisir et où est-ce qu'il il crée de la valeur. Et donc, quand on a bien tout cartographié tout ça, c'est très facile de déléguer ou d'arrêter des tâches inutiles gérées par le dirigeant. Et ça aussi, c'est une grosse partie de notre travail. Voilà, un autre exemple, un groupe dans la santé, des centres de santé pour lesquels on a fait un OBO, ce qui a permis aussi aux dirigeants de partir en Israël et donc de rester actionnaire de l'entreprise tout en quittant l'entreprise. On a fait monter du management au capital et en responsabilité.